signature de l'accord de paix de ce vendredi à Washington. Mesdames et messieurs, nous allons en parler dans le cadre de votre émission Décrypte Éco. Nous allons également évoquer la question de ces rapports d'alerte citoyenne du mouvement Filimbi. Dans ces rapports, il est en train de fustiger la gestion financière opaque et de violation des procédures légales au sein du fonds de réparation pour les victimes des violences sexuelles liées au conflit. Nous parlons bel et bien de Frivao. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans votre émission de Crypteco. Je vous retrouve une fois de plus. Avant de prendre mes invités sur ce plateau, il y a deux invités. Il s'agit de Tony Antoine Dibendila, mais également de Michel Chioyo, journaliste également de son état. On va débuter par Tony Antoine Dibendila. Tony Antoine Dibendila, merci d'être toujours présent pour cette émission. Merci Betty, c'est un plaisir pour moi de prendre part à Décrypteco. La République démocratique du Congo a toujours fait objet des questions d'actualité importantes et sensibles. Et donc c'est un rôle pour nous, un rôle que nous avons accepté d'éclairer l'opinion et de dire ce qui doit être connu par tous. Face à lui, Michel Chioyo. Michel Chioyo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Betty Tanfoumou, j'aime bien vous appeler Madame Bock. Merci beaucoup pour cette chance aussi que vous m'accordez aujourd'hui d'être sur ce plateau de Décrypte Éco. C'est pour moi un plaisir qui est partagé. Voilà, avant de leur donner la parole en rapport avec nos sujets d'aujourd'hui, vous devez savoir que le président de la République a inauguré, c'était le mercredi, en début de semaine, deux grandes infrastructures sanitaires. C'était à Kolwezi, où il s'est journé en marge de la conférence de gouverneurs, comme vous le savez. Il s'agit de la nouvelle clinique moderne de Mwangeji et du bâtiment administratif devant abriter la division provinciale de la santé, l'inspection provinciale et le programme de santé au Lualaba. Mesdames et messieurs, nous rendons comme ça hommage à cette dame, à cette forte dame parmi les hommes. Elle est la seule gouverneure parmi les hommes qui fait la fierté de la femme congolaise de par sa manière de travailler. En tout cas, chapeau bas à Fifi Masuka Saini, Madame la gouverneure, que Dieu vous donne encore beaucoup plus d'intelligence pour avancer dans ce sens-là. On va prendre cette fois-ci nos sujets. Tony Antoine Dibendila, on parle de la signature de l'accord de paix de ce vendredi qui va se signer à Washington. La question est de savoir avec cette signature, est-ce que le retour de la paix devient de plus en plus possible, puisque plusieurs Congolais n'y croyaient pas? D'abord, il faudra souligner un aspect des choses, c'est que l'espoir est permis. Et donc, les Congolais doivent espérer, avec la signature de cet accord de paix, piloté par Washington. C'est un long processus et cela a pris, cela a exigé plusieurs efforts, à la fois de la République démocratique du Congo et des États-Unis d'Amérique, parce que nous savons que les Rwandais longtemps hésité à signer cet accord. Nous savons que la RDC a poussé pour obtenir enfin les retours à la paix. Et là, on est en train d'espérer. Je crois qu'il y a quelques jours, vous avez vu, et ça a été d'ailleurs diffusé en grande pompe à la sortie médiatique du président américain qui évoquait la signature de cet accord le 27 juin. Avant l'arrivée, ce sera une autre étape, l'arrivée des présidents de deux pays africains, Félix Tshisekedi et Paul Kagame aux États-Unis, où il y aura une signature définitive en présence du président américain Donald Trump. Le 27 juin, c'est les ministères, c'est-à-dire les ministères des Affaires étrangères des deux pays, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui auront signé cet accord de paix. Il faudra maintenant aller au fond. Et qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit se faire après signature de l'accord. En tout cas, théoriquement, cela va signer les départs des troupes rwandaises du territoire congolais. Cela doit signer les retours de la stabilité, théoriquement. Mais dans les faits, nous allons observer, et les Congolais savent,
ils sont profondément informés des manipulations rwandaises. Et donc, il faudra rester profondément vigilant. Parce qu'il faudra également savoir que cet accord RDC-Rwanda est en prélude d'un autre accord du deal États-Unis. RDC, du deal États-Unis-RDC. Donc, on ne pouvait pas aller à ce deal-là qui met sur la table, qui place sur la table minerai contre sécurité. On ne peut pas y arriver sans passer par les préalables. Les préalables, c'est aussi la signature de ces contrats Rwanda, de cet accord, pardon, Rwanda et États-Unis, mais il y a d'autres préalables. Vous savez qu'il y a également des échanges au niveau des Doha, où la délégation congolaise échange avec la délégation des forces négatives AFCM 23. Au départ, les Congos n'étaient pas d'accord, mais après, pression des partenaires internationaux, exigence des partenaires internationaux, les républiques démocratiques du Congo ont enfin accepté d'échanger avec les... Non, l'AFCM 23, ça se passe au niveau de Doha, donc c'est quelque chose qui est dans la... C'est une coordination et qui a pour objectif d'aboutir à un retour effectif de la paix. Ça fait pratiquement 30 ans que les Congolais du Nord et du Sud Kivu vivent des affres, des guerres, même des litouries, vivent la violence dans l'air chair, mais également les pillages massifs des minerais congolais. Et donc, c'est un processus qu'il faut prendre avec beaucoup, il faut prendre avec des pincettes bien sûr, mais avec beaucoup de sérieux, parce que l'objectif, comme je l'ai dit ici, c'est d'aboutir à la paix définitive et envisager comment développer cette partie meurtrie de l'État congolais. L'attente d'ailleurs de tous les Congolais qui nous suivent, c'est cet après-midi, Michel Tchiolo, bientôt la signature, avec tout ce qu'il y a eu comme rencontre et consort. On peut dire aujourd'hui que la diplomatie qu'a menée aujourd'hui le président Tshisekedi a quand même produit de fruits. Merci beaucoup, madame. Je n'accorde aucune chance à cet accord. Comment ça? Du fait que c'est un accord qui intervient après la résolution, le vote de la résolution 2773 des Nations Unies. Depuis qu'on a voté un peu cette résolution-là, par rapport au problème de l'Est, la situation de l'Est ne s'est pas améliorée. C'est le 40e accord que la RDC est en train de signer depuis qu'il y a eu l'insécurité à l'Est. Vous savez, quand on signe d'autres accords dans une position de faiblesse, ça ne profite pas. Mais là, est-ce que nous sommes toujours en position de faiblesse? Nous sommes dans une position de faiblesse parce que nos territoires sont occupés au jour d'aujourd'hui par les Rwandais. Du fait que c'est les Rwandais qui continuent toujours à primer, nous sommes obligés de plaider. Nous devenons comme des petits-enfants en train de demander pour que les Rwandais quittent nos territoires. Vous comprenez, c'est une position de faiblesse. Du fait que c'est une position de faiblesse, tout ce qu'on est en train de dire, d'abord, l'accord a été prévu qu'il soit signé par les deux chefs d'État. Ce n'était pas par les ministres des Affaires étrangères. On a dit en prélude, commence, et puis les deux chefs d'État viendront cette fois-là pour quand ils ont commencé avec les termes de référence, les termes de référence, c'était quoi? Ce n'était pas des préludes de l'accord? C'était les préludes de l'accord. Quand on a commencé avec les termes de référence, on a dit, OK, on commence avec les termes de référence. Là, ça concerne les deux ministres des Affaires étrangères. Ils doivent maintenant préparer les terrains pour les deux chefs d'État. Mais l'accord encore, il y a les préliminaires. Voilà pourquoi je vous dis, c'est le 40e accord que la RDC est en train de signer. Donc vous n'accordez aucun... Du fait que cet accord, madame, est signé par des ministres et non des chefs d'État, il n'y a aucune chance. Vous pensez que la situation risquerait de continuer? Les Rwandais et la RDC. Les Rwandais comme chef de l'État, Paul Kagame, la RDC a comme chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pourquoi ils ne peuvent pas se retrouver signer un accord? Parce que ce sont eux qui engagent le pays. Les ministres engagent le gouvernement. On doit mettre la différence entre les choses là, non? Les ministres engagent le gouvernement. Mais les chefs d'État, ce sont des répondants de leur pays. Alors, pourquoi ils se retirent et ils envoient le ministre? Et vous allez donner quelle chance? Vous savez, moi j'ai toujours dit, pour l'Est de la RDC, le problème qui est là, c'est de redynamiser l'armée. Ce n'est plus aller dans des accords. C'est 40e accord, si je me rappelle bien, ça doit être le 38e accord que la RDC signe.
mon coordinateur, M. Tony, vient de parler de ce qui se passe à Doha. Il y aura encore un accord, non? Ce sera maintenant le 40e accord. Ça, c'est l'accord des États-Unis. À Doha, il y aura un accord. M23 et autres. Ce sera toujours un accord, non? On va encore aboutir à un accord. Avec Olusegun Obasanjo, il était ici, dans l'histoire de EAC. On va aboutir à quoi? À toujours un accord, non? On aura combien d'accords dans ce pays pour l'Est de la RDC? Donc vous pensez que c'est un accord de plus qui ne C'est de plus. vaut rien? Or, le problème qui est là, c'est que la RDC, les autorités se retrouvent, ils se disent des vérités en face, qu'ils renforcent l'armée et que l'armée monte. Ce n'est pas commencer à dire non, on peut applaudir aujourd'hui parce que c'est les États-Unis. Les États-Unis qui est venu vers nous, nous avons quelle position au jour d'aujourd'hui? Nos territoires sont occupés par Goma, Boudangana et consorts, entre les Rwandais. Et nous, maintenant, nous sommes allés plairer chez les États-Unis pour qu'ils demandent aux Rwandais de quitter. Maintenant, les Rwandais vous disent, non, moi je ne viens pas, je vous envoie mon ministre des Affaires étrangères. D'où la question de savoir, M. Tuyoyo, lorsque le ministre rwandais dit que dans cet accord, nulle part on dit qu'on demande aux troupes rwandaises de quitter la République démocratique du Congo. Vous êtes comme ceux-là qui pensent que Tshisekedi d'aujourd'hui est encore une fois de plus devant un piège. Il y a un piège, madame. Si vous regardez le terme de référence de cet accord, avec l'accord de l'EAC, le préambule de l'accord de l'EAC l'autre fois, on parlait des zones de tampons. C'est-à-dire, les RDC devraient léguer une partie de son territoire aux rebelles d'occuper. On avait refusé, on a décrié ça. Non, voilà, non, ça c'est balkaniser le pays. On a dit non. Mais dans les termes de référence de l'accord des États-Unis ici, on vous parle d'un terrain commun pour l'exploitation des ressources. C'est écrit dans cet accord, dans les termes de cet accord ici. On déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Vous comprenez que ce sont des pièges. Et pourquoi nous sommes en train de précipiter pour aller signer? Mais en quoi c'est mal d'ordonner justement les choses, puisque ça se faisait de manière illégale. Cette fois-ci que ça se passe de manière légale, mais que la RDC également se retrouve. On déplore que le Rwanda vole nos minerais. Et là, nous allons faire maintenant avec lui un terrain commun pour lui faciliter de voler. C'est ça le terme. Parce que maintenant, quelqu'un est chez toi, il vole. Donc vous pensez que ça sera une manière de faciliter au Rwanda de voler facilement la République démocratique du Congo? Parce que les États-Unis, ils sont en train de courir aussi derrière nos minerais. Et les gens de l'EAC, les gens de SADC sont en train de courir derrière nos minerais. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous nous parlez d'un terrain commun pour l'exploitation, vous voulez nous dire quoi? Qu'il y ait des zones de tampons, comme ça a été proposé par l'EAC, et on doit applaudir. Ou soit l'accord dit les Rwandais doivent quitter le sol congolais et rester l'affaire de Congolais aux Congolais. Et puis bah, mais vous nous parlez de l'accord des États-Unis. Bon, Michel Tuyoyo estime que cet accord, encore une fois de plus, Tshisekedi est face à un piège qui ne saura peut-être pas demain s'en sortir. Mais je crois qu'il faut être pragmatique. C'est la première des choses. C'est-à-dire que on est face à un fait. Le fait est que les troupes rwandaises et ses supplétifs de l'FC M23 occupent certains territoires congolais. Illégalement. Lors de leurs offensives, nous tous nous sommes rendus compte que l'armée congolaise n'a pas été capable de contrer les offensives ennemies. On est face à un fait ou à deux faits. Quelle démarche entreprendre face aux faits? Il faut être pragmatique. Nous avons vu la rapidité avec laquelle les territoires... il faut légaliser le pillage de ressources congolaises. Je ne suis pas dans les raccourcis aussi faciles. Je dis ceci. Nous avons vu la vitesse avec laquelle les territoires et des grandes villes comme Goma et Bukavu sont tombés. Si nous n'avons pas privilégié les dialogues, peut-être que d'autres villes aussi allaient tomber. On visait Kisangani, et ça c'est connu de tout le monde. Je rappelle ici qu'il y a eu plusieurs processus de paix. Ça c'est vrai depuis la première guerre du Congo vers les années 96. Il y a eu plusieurs processus
Et nous savons que ça aboutit à pas grand-chose, la guerre perdure. Mais je rappelle ici que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'insécurité dans l'Est du Congo que les États-Unis pilotent un processus de paix depuis la première guerre du Congo. Ça, c'est un fait. Je crois que nous avons tous pu lire quand même les enquêtes crédibles de Charles Onana. Il y a l'Holocauste au Congo, il y a l'opération turquoise. Nous savons qui sont les architectes du chaos qui se passe dans l'Est du Congo. Nous les savons. Et s'ils reviennent pour résoudre les problèmes qu'ils ont créés, maîtriser les monstres qu'ils ont conçus, eh bien, bonne chance. Mais je crois aujourd'hui, il y a tellement une autre chose. Je crois qu'au-delà du fait d'être pragmatique, parce qu'on n'ira pas faire la guerre dans les grandes villes comme Goma et Bukavu, nous avons vu des gens mourir, des milliers, près de 10 000 Congolais mourir lors des offensives. Mais quand on a un peu d'esprit humaniste, on ne dit pas on reprend les armes, on prend les avions, les drones, on part bombarder la ville comme Goma, une ville de plus de 2 millions d'habitants. S'il y a possibilité d'échanger et de faire partir, comme cela a été le cas, je crois, vers les années 2011, faire partir les forces négatives de nos territoires, mais dans un processus diplomatique, eh bien, on saisit... Lorsque le ministre rwandais dit que dans cet accord, nulle part, on dit qu'on demandait aux troupes rwandaises de quitter la République démocratique du Congo, n'est-ce pas là créer encore un autre problème à celui qui existe déjà? Je voudrais d'ailleurs rappeler l'agenda qui est public de ces processus de paix pilotés par Washington. C'est un agenda public. Mais avant d'arriver, vous savez, aujourd'hui, Kigali, il y a une sorte de panique à Kigali, à l'arrivée de cet accord. Le fait que l'accord devient de plus en plus probable. Mais il y a panique. Nous savons que les communicateurs de l'AFC M23, les communicateurs pro-Rwanda ont assuré qu'il n'y aura pas d'accord, que ça ne va pas marcher. Mais aujourd'hui, tout le monde tombe de haut et se rend compte qu'il y a véritablement un processus. Déjà, l'AFC dit ne pas être concerné par cet accord. Allez-y. J'arrive. Inutile de jouer au... Comment est-ce qu'on dit? L'AFC M23, ainsi de suite. Inutile de jouer au... je ne sais pas, moi quoi, en fait, la réalité est que l'AFC M23, c'est le Rwanda. Ce sont les gens à ne pas minimiser. Là, je ne minimise pas, je dis que l'AFC M23, c'est le Rwanda. Si les Nations Unies l'ont dit, si les États-Unis l'ont dit, si toutes les puissances, même l'Union africaine reconnaît ces faits-là, eh bien, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, je voudrais dire ceci. Au Rwanda, actuellement, il y a panique. Vous avez vu la dernière sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères rwandais, qu'on surnomme d'ailleurs le ministre des réseaux sociaux, parce qu'il est très actif sur X. Vous avez vu sa dernière sortie médiatique, voilà, il n'y a aucun endroit où on demande au Rwanda de retirer ses mesures défensives. Il parle des mesures défensives. Mais on va on va crédibiliser les discours de Trump qui dit publiquement que le Rwanda est entré au Congo, le Rwanda a commis des massacres. Et au cours du sommet de l'OTAN, Donald Trump l'a dit, c'est solennel, c'est public. On va prendre en considération les discours de Trump ou d'un petit messier de Kigali, qui est d'ailleurs une autorité des derniers rangs. Et donc voilà, il faut prendre ces éléments-là avec beaucoup de sérieux. Aujourd'hui, quasiment la deuxième personnalité publique au Rwanda, de fait, comment est-ce qu'on appelle l'ex-ministre de la Défense rwandais qui est aujourd'hui sanctionné, il est sanctionné. C'est un bras droit il est sanctionné à l'étranger par les États-Unis d'Amérique, vous voyez, par l'Union européenne. Donc ça dit, pour vous dire que la question est très sérieuse sur la table. Et donc, je reviens sur l'agenda public connu pour ce processus de Washington, processus de paix. Il a été dit qu'il y avait d'abord un préliminaire, nous avons vu ces documents, ce fondement qui a été signé. On parlait du respect de l'intégrité territoriale, voilà, la cessation des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des troupes en armée non étatique, la création d'un cadre d'intégration économique et régionale dans lequel Kinshasa et Kigali s'accordent à lancer ou à renforcer leur coopération. Ce sont également des préliminaires qui posent problème déjà. Ça d'ailleurs, ce sont les éléments, c'est les éléments qui ont constitué l'accord qui sera signé aujourd'hui. Nous savons que l'agenda prévoit ce qui suit. D'abord, il y avait ces préliminaires, ces documents préliminaires qui ont été signés, et après, il y a eu présentation
de ce qu'on peut présenter comme une sorte de matrice de cet accord qui sera signé le 27. Le 27 qui doit être signé le 27 juin. Et après, il y aura les chefs d'État qui viendront parce qu'il y a des choses qui doivent être discutées au niveau des chefs d'État. Et ça fonctionne comme ça. C'est un agenda présenté par Washington, accepté par les deux parties, les Congo et les Rwanda. Et donc, aujourd'hui, l'agenda prévu, ce qui s'est passé a déjà été considéré comme acquis. Et maintenant, il y aura signature au niveau des ministres des Affaires étrangères. Et après, il sera au niveau des chefs d'État. Parce qu'à leur niveau, il y a également les derniers réglages. Et ainsi, il y aura signature de l'accord définitif en présence du président congolais Félix Tshisekedi, du président rwandais et de Donald Trump. C'est un agenda connu et c'est public. Ce n'est pas au niveau des ministres et ça s'arrête là. C'est un agenda public communiqué par les facilitateurs ici, qui sont les Américains. Et donc, moi, je crois que il y a raison d'être prudent. Je comprends ceux qui sont prudents ou ceux qui sont sceptiques. Nous avons vu des processus précédents, nous avons vu des accords signés, nous avons vu des multiples échanges autour de l'insécurité dans l'Est du Congo. Mais aujourd'hui, on doit reconnaître qui n'ont presque pas abouti. Qui n'ont quasiment pas abouti parce que les massacres continuent. Voilà pourquoi aujourd'hui les Congolais se posent encore la question de comment cet accord prendra-t-il en compte le retrait de ces troupes du sol congolais. Ça également, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, on doit également dire la vérité. La vérité est que les lignes bougent même au niveau de l'international. La vérité est qu'il y a des sanctions contre le Rwanda. La vérité est qu'il y a des sanctions contre les hauts responsables du pouvoir rwandais. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que la question aujourd'hui est traitée avec beaucoup de sérieux et nous, en tant que Congolais, on ne peut qu'espérer parce que ça trop dirait les massacres, ça trop dirait les pillages du sous-sol congolais, ça trop dirait. Et donc, les choses doivent changer. On espère qu'avec cet accord, il y aura les retours de la stabilité. Ça, on l'espère. Mais oui, il faut être prudent. Oui, on tolère les sceptiques au regard de l'expérience du passé. L'applicabilité de cet accord, la question est posée à M. Chiyoyo. L'applicabilité de cet accord, ça sera dans l'immédiat. Vous êtes Congolais, vous êtes également journaliste. Est-ce que ça sera dans l'immédiat ou il faut encore les raccorder quelques temps pour quitter le sol congolais? Madame, vous me parlez d'un accord qui ne pèse pas sur les agresseurs. L'accord en principe ne pèse. Votre accord des États-Unis ne pèse pas sur les agresseurs. Vous voulez me dire que depuis ils ont commencé mais lorsqu'on leur demande de quitter le sol congolais, ça pèse quand même. Depuis qu'on a commencé le processus de cet accord, les autorités se sont arrêtées à l'Est où ça continuait. On continue à tuer, à violer, à voler, où ça cessait. Et d'ailleurs, Kabila continue avec des consultations. Au moment où on a commencé avec les États-Unis, je suis étonné quand j'écoute mon co-débatteur dire que non, le problème maintenant est pris avec du sérieux par les États-Unis. Comme si les États-Unis représentent déjà le pouvoir que la RDC manque. C'est quand même une grande puissance. Hein? Je ne vais pas refuser. C'est quand même une grande puissance. Vous savez, quand ils sont partis à Luanda dernièrement, ici dans le 17e sommet, coopération Afrique-États-Unis, les Africains ont réclamé d'être des partenaires et non plus être considérés comme des sous-peuples. Et pourquoi nous, en RDC, on voit que parce que c'est les États-Unis, on applaudit. Depuis que les États-Unis ont commencé, j'ai posé la question, mon coordinateur vous le demandez, les sociétés se sont arrêtées. On a arrêté de tuer ou ça continue. Alors, vous nous parlez d'un accord qui ne pèse pas. Ça ne pèse même pas. Vous pensez qu'ils ne vont pas quitter le sol congolais? Ils ne quitteront pas aussi longtemps que la RDC, le pouvoir de la RDC n'a pas pris conscience de se mettre debout, de se défendre au lieu de tendre la main à l'extérieur. Vous êtes trop pessimiste, hein, Michel Chiyoyo. Vous êtes trop pessimiste. Non, les Occidentaux n'ont jamais été sérieux avec la RDC. Les Occidentaux n'ont jamais été sérieux avec la RDC. Les États-Unis peuvent vous dire au jour d'aujourd'hui, non, nous venons parce que on peut faire un partenariat. Quel partenariat? Nous, on va profiter quoi aux États-Unis? La RDC profite quoi? Beaucoup, hein? Quoi, par exemple? On va beaucoup profiter. Quoi? Nos armées, notre armée sera formée par les Américains. Nous allons également bénéficier de quelques... Un autre pays, on commence d'abord à former notre armée. Heureusement qu'ils ont parlé beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'il y a aussi des peuples, des pays qui ne craignent pas les États-Unis. Du fait que les États-Unis a commencé, c'était sur base de la résolution votée aux Nations Unies, qui n'a jamais été respectée par les Rwandais.
Impossible. Pour le gars, mais s'en fout du reste. Il s'en fout de tout ce qui se passe ici. Et comment nous allons faire l'accord? Quelle est la position des États du Rwanda? Quelle est la position de la RDC? La RDC est à genoux. Le Rwanda est debout. Nous allons maintenant faire la signature de l'accord. Qui est plus fort entre nous deux? C'est celui qui est debout. Que celui qui est à genoux. Parce que celui qui est à genoux, il cherche aussi. Il s'est l'a dit, nous sommes devant un fait. Le fait est que notre armée n'a pas pu riposter ou chasser l'ennemi. D'où mettons-nous autour d'une table et discutons. Vous savez, ces pays a des techniciens de guerre. Ces pays, la RDC, a des techniciens de guerre. Que l'actuel régime devrait d'abord renforcer leurs capacités. On devrait commencer par là. Appeler les AC, appeler SADC, appeler machin, aller aux États-Unis. Non! On devrait organiser notre armée. Si on organise bien notre armée, les choses vont bouger à l'Est. Le Rwanda va partir de lui-même. Mais si on part dans des accords, là où nous sommes partis, avant qu'on aille là-bas, les Rwandais étaient là-bas. Le Rwanda vivait avec les États-Unis. Et alors, de temps en temps, il était avec les États-Unis. Au jour d'aujourd'hui, nous recourons aussi auprès des États-Unis. Et avec quelle position? Nous avons déjà perdu une grande partie de nos territoires. Vous dites qu'on n'espère rien à cet accord, mais qu'il fallait commencer par restructurer notre armée. C'est tout ce qui est comme solution pour ramener la paix à la partie orientale. C'est tout ce qu'il y a comme solution pour ramener la paix dans des histoires de... D'abord, votre accord. Si on peut parler bien de l'accord, c'est quel accord? Est-ce que le Parlement congolais qui est ici connaît le point dans cet accord? Une histoire qu'on avait nos populations. Non, aujourd'hui, le 27, on va signer l'accord et le Rwanda. Qu'est-ce qui est écrit dans cet accord-là? Mais à partir de préliminaires que nous pouvons déjà que vous appelez les préliminaires. Ce qui sera signé aujourd'hui. J'ai écouté M. Tony. Il dit, aujourd'hui, ça concerne les ministres des Affaires étrangères qui ont commencé avec les TEDER. Aujourd'hui, encore pour l'accord, c'est le son du ministre. Les chefs d'État viendront pour recadrage des choses. Non, pas recadrage. Oui. C'était quoi? Vous avez dit, ils viendront faire quoi? Je n'ai pas évoqué la question de recadrage. Mais ils vont faire Il y a des questions qui doivent être traitées au niveau des chefs d'État. Et ces questions-là, c'est sur base des documents. Dans l'accord qui sera... Oh, c'est dans l'accord. Je dis ceci. Ces éléments qui seront signés aujourd'hui, discutés au niveau des chefs d'État, seront complétés à l'accord qui sera signé le 27 juin. Mais il n'y a pas de recadrage. C'est la rencontre de ces deux chefs-là. Vous comprenez maintenant que vous comprenez qu'il y a. Non. Ici, on signe un accord en bonne et due forme. On a commencé à signer. Madame, les partis qui mènent les échanges étaient on a signé les TEDER, les deux ministres. Aujourd'hui, ils signent l'accord. Après avoir signé l'accord, les deux chefs d'État vont se retrouver pour certains points. Et quelqu'un ne sera plus encore d'accord sur certains points. On va faire quoi? On va retourner sur la carte de départ et faire encore un autre accord. C'est pour moi que j'ai dit. Ignorer. C'est facile à comprendre. Au jour d'aujourd'hui, on dit on signe l'accord. Voilà. On ne signe pas les TEDER. Les deux ministres qui représentent les deux pays. On a dit d'accord pour le Rwanda et la RDC. On a dit ce n'est pas pour les deux ministres, pour les deux gouvernements. On a dit l'accord d'aujourd'hui, le 27 juin, c'est entre le Rwanda et la RDC. Et c'est censé que le Rwanda est engagé par tel monsieur, la RDC est engagée par tel monsieur. Les deux là ne se sont pas retrouvés. Et les gouvernements vont se retrouver. Et après, la sommité maintenant de ces deux pays, va encore se retrouver pour dire, non, nous voulons maintenant signer. L'autre va regarder, non, pourquoi ces points ici? Non, mais ils vont commencer à faire des discussions, non? Et quand ils vont commencer à faire des discussions sur cet accord que nous avons tous acclamé dans ces pays, et s'ils ne seront pas d'accord sur certains points, ça va donner naissance à quoi encore? Vous pensez que ce que font aujourd'hui les ministres, leurs présidents n'ont pas eu un œil sur ce qui s'est fait aujourd'hui? Si les deux chefs d'État avaient un œil vigilant sur cet accord, pourquoi doivent se retrouver encore? Pour dire quoi? Là, comment c'est là? Au mois de juillet, les deux chefs d'État... Donc vous suggérez, c'est d'ailleurs trop tard pour suggérer encore, vous pensez qu'il fallait commencer par la rencontre entre deux chefs d'État et voilà pourquoi moi je n'ai accordé aucune chance à cet accord. Parce que c'est un accord qui devrait être signé par les deux chefs d'État et non par des ministres du gouvernement.
Tony Antoine Dibendila, l'applicabilité de cet accord dans l'immédiat ou il faut accorder encore quelques temps? Je crois que je devrais d'abord commencer par rappeler un fait. Rappeler que l'agenda présenté publiquement suit son cours normal. L'agenda de l'accord piloté par les États-Unis, accord c'est-à-dire RDC-Rwanda, l'agenda suit son cours normal. Dès le début de l'année, lorsqu'en tout cas les États-Unis ont pris les choses à bras-le-corps, après les offensives des forces négatives, l'agenda a été... Mais tu as posé une question que d'ailleurs le Congolais également peut-être se pose également. Si les deux ministres vont signer aujourd'hui, la rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi aura encore quelle chance? Je vous dis, c'est que je suis d'ailleurs en train de répondre à cette question. Allez-y, M. Tony. J'ai dit que l'agenda a été prévu comme tel. Tout le monde savait. Et c'est public, ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne va pas venir remettre en cause l'agenda alors que l'affaire avance. On vous a imposé l'agenda alors. À grands pas. On a imposé l'agenda à la RDC. L'agenda a été discuté comme tel. Alors, on sait qu'au mois de juillet, il y aura les chefs d'État des deux pays et Trump pour, c'est-à-dire confirmer l'accord et les présenter à la face du monde. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'ai entendu ici dire que les États-Unis, que la RDC allait signer en position de faiblesse totale. Les Rwandais est en position de force. Je vous rappelle les faits. Et je commence par dire que c'est faux. C'est des fausses accusations, c'est des fausses allégations. Merci beaucoup, la paix déjà à l'Est. Des fausses allégations. C'est des fausses allégations. Je vous donne des faits. Paul Kagame refuse d'aller en Angola en décembre. Il dit que l'Angola n'est pas partial, n'est pas impartial. L'Angola est partial, l'Angola soutient le Congo. Et la situation est restée comme telle. Mais comment est-ce que Doha est entré? C'est lorsque les sanctions européennes et américaines ont commencé à tomber. On a frappé la raffinerie Gazabo, la raffinerie rwandaise. Nous savons que les investissements pour construire cette raffinerie d'or, ce sont des investissements qataris. Cette raffinerie a été frappée par des sanctions. Et la paix les directeurs généraux. Les directeurs généraux. Et on a libéré Bukavu, on a libéré Goma, avec ça. Je vous ai laissé vous exprimer, s'il vous plaît. Je vous ai laissé, c'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Gazabo a été sanctionné. Vous savez ce qui représente cette raffinerie d'or au Rwanda. Et l'entreprise RMB, l'Office rwandais des pétroles, des mines et gaz, son directeur général, et cet office. Est-ce que ça a eu un impact direct sur la situation de l'Est? Nous parlons de l'Est. S'il vous plaît, vous avez pris tout Michel, tu vas laisser les parler. C'était juste une question pour J'arrive. Les Rwandais ont perdu des centaines et des centaines de millions de dollars. Les partenariats économiques avec le Canada, avec l'Allemagne, avec son allié, toujours l'Angleterre. Mais qui ne le sait pas? Les Rwandais ont perdu des millions. C'est-à-dire aujourd'hui, la RDC a des pans des territoires occupés par les forces armées rwandaises. Les Rwandais perdent des millions et des centaines de millions de dollars de partenariats économiques. Ça fait libérer les territoires congolais. Voilà, c'est là mis de la pression aux Rwandais. C'est là a mis de la pression aux Rwandais. Ils sont obligés, d'aller négocier, d'aller aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs les Qatar, mais pourquoi Doha a pris le relais de l'Angola? C'est pas pour rien, c'est justement parce que ses intérêts ont été frappés. Aujourd'hui, les Congo bloquent son espace aérien. On parle des Rwandais. Mais pourquoi Rwandais a des difficultés? Pourquoi ne pas le faire en libérant les territoires congolais? Les Rwandais partent chez lui, ils nous laissent notre territoire et nous-mêmes nous commençons à... Michel, on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste encore un autre sujet. Laissez-les terminer, comme ça on va changer de sujet. Justement, Tony Antoine Dibendila, en rapport avec les temps, si on peut aller un peu vite. Aujourd'hui, le Rwanda a perdu des centaines de millions de dollars dans cette histoire avec les Congo. Ça a certainement basculé son économie, mais sur l'Est de la RDC, est-ce que cela a eu de l'impact? J'arrive. Est-ce qu'il y a eu du recul? J'arrive. Les Rwandais pillent de l'or dans l'Est du Congo. Lorsque la raffinerie Gazabo est bloquée,
comment est-ce que cet or pillé dans l'Est sera raffiné, blanchi pour aller, pour être injecté dans les marchés noirs, comme le Rwanda le faisait. Les rapports des Nations Unies le prouvent carte sur table. Donc je suis ici en train de dire que si le Congo a des territoires occupés par les forces négatives et par les troupes rwandaises, les Rwandais perdent des centaines de millions de dollars dans cette histoire et ça impacte sur son économie. C'est cette situation qui a obligé Paul Kagame et l'arrogant d'aller se mettre autour de la table avec Félix Tshisekedi à Doha. Donc on ne vient pas nous dire ici que les Congo négocient en position de faiblesse et les Rwandais... On doit changer de sujet. Que ces sanctions-là sont bénéfiques pour les Rwandais. Ça, c'est une fausse lecture. Ce qui est vrai, le Rwanda a été frappé de plein fouet. Le Rwanda a accepté de venir autour de la table parce qu'il s'est senti lésé et puis au-delà de ça, il perd des centaines de millions de dollars. Voilà. Ça a quand même bougé, les choses. Ce qui est vrai, l'Est jusqu'aujourd'hui est toujours entre leurs mains. Voilà, on va changer de sujet. On va prendre un autre sujet, Michel Tuyoyo. On va parler cette fois-ci de ces rapports qui alertent, de ces rapports d'alerte du citoyen, de ces rapports d'alerte citoyenne du mouvement Filimbi. On prend Michel Tuyoyo, puisque Tony Antoine Dibéndi a beaucoup parlé. Merci beaucoup, madame. On va prendre Michel Tuyoyo. Michel Tuyoyo, ces rapports fustigent la gestion financière opaque et des violations des procédures légales au sein de Frivao. Vous êtes journaliste, essayez un peu d'expliquer aux Congolais que doivent-ils comprendre. Est-ce qu'ils sont crédibles de faire un tel rapport? Est-ce que ce qu'ils accusent ou ce qu'ils évoquent dans ces rapports est réel? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je me pose d'abord la première question de savoir, c'est un rapport d'un règlement des comptes ou d'un mécontentement? Parce que j'ai vu un rapport de 28 pages à peu près. J'ai parcouru le rapport du mouvement Filimbi, un mouvement citoyen qui faisait confiance au peuple congolais, parce que quand il parlait, il prenait des positions. Mais quand j'ai parcouru les rapports en question, je me suis posé la question, c'est un règlement des comptes? C'est un mécontentement? Filimbi focalise son rapport de 28 pages qui est sur Frivao et le contrat avec Divo. Tout simplement ça. Du début à la fin. Comme si ils sont mécontents, on les a privés d'un intérêt quelque part, et maintenant ils ont dit non, voilà, vous allez voir comment on va faire, on va mettre sur papier notre rapport, on va dire des choses de gauche à droite. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, ces rapports prouvent l'incapacité de notre justice. Comment ça? Du fait que ce sont des griefs qui n'ont pas commencé au jour d'aujourd'hui. On avait commencé avec un procès, la justice a été saisie avec les gens qu'on avait suspendus à un moment donné, les comités de gestion et d'autres collaborateurs, depuis le mois d'août 2024. Jusqu'aujourd'hui, la suite est comment? Jusqu'aujourd'hui, est-ce que la justice congolaise peut nous dire les procès commencés, les gens mis à sa disposition, on est à quel niveau avec les dossiers là? Alors, tout ce qu'on vient de parler, on a parlé de Bunangana, de quoi? Bukangalos ici avec Matampogno. On a fait des bruits. C'était resté lettre morte. Il n'y a rien. La population attend. Mais justement, aujourd'hui, si Filimbi veut qu'il y ait de la lumière autour. Bon, pour Filimbi, il y a seulement des contrats. Bien sûr, il y a eu des détournements là-bas. Mais c'est seulement pour. Ça peut faire un rapport de 28 pages. Moi, j'ai lu. Dans votre problème est le fait que ces rapports aient de 28 pages, c'est un problème pour vous, il ne fallait pas. En lisant les rapports du début à la fin, c'est un règlement de compte. On les a privés d'un intérêt et ils ont voulu vendre leur pouvoir des mouvements citoyens, aller de gauche à droite, commencer à solliciter, non, nous voulons ceci, nous voulons cela. Ce qui est mauvais, ce qui est mal parti. Or, ils devraient faire mieux leur travail en interpellant aussi la justice pour voir, depuis que vous avez tel incriminé chez vous, qu'est-ce que vous pouvez nous prouver aujourd'hui? Donnez-nous les résultats du procès commencé depuis le mois d'août 2024. Nous sommes à quel niveau au jour d'aujourd'hui? Si la justice ne sait pas faire ça, ça c'est une faiblesse totale de notre justice. Et c'est décevant. Nos amis de Filimbi, ils ont bien fait leur travail, même si ce n'est vraiment des comptes, mais ils devraient généraliser. Il n'y a pas seulement ce cas.
ils sont contre Frivao ou ils sont contre Duveau. C'est là où la question, les bas blessent. À ce niveau-là, ils doivent un peu mieux se fixer et rester comme un mouvement citoyen pour défendre l'intérêt. Même s'il y a des choses, il y a à manger, à boire, et des fois aussi à vomir. N'ont-ils pas raison de fustiger le fait qu'il y a opacité autour de décaissement de fonds? Si vous lisez les rapports, ils ont parlé, quelle rubrique là, ils ont parlé de la justice? Si vous regardez bien. Pour vous, vous voulez qu'ils parlent seulement de la justice? Les dossiers étaient déjà au niveau de la justice. Notre justice peut aussi s'autosaisir d'autres dossiers. Il y a eu d'autres fois dans ce pays les rapports de l'IGF sur certaines gestions des choses. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces rapports-là? Et qu'est-ce qui prouve que les rapports de Filimbi ici va créer quelque chose de nouveau? Tony Antoine Dibendila, avez-vous également ce sentiment que ces rapports, c'est un règlement de compte? Non, moi je voudrais d'abord commencer par prendre la nature des Filimbi aujourd'hui. Allez-y. Et après, je vais rebondir sur ce qui est véritablement ces contrats qui fait objet des rapports des Filimbi. Filimbi appartient à qui? Filimbi appartient à Floribert Anzoloni. Un Congolais. Bien entendu. Filimbi, c'est un mouvement citoyen qui appartient à Floribert Anzoloni. Mais Floribert Anzoloni, aujourd'hui, qui est-il? C'est le président du parti Alternative Citoyenne. Alternative citoyenne. Il fut candidat président de la République. C'est un acteur politique. Filimbi, d'abord, ses rapports posent problème en termes de crédibilité. Il faisait justement des rapports même avant qu'il devienne bien politique. Entendu, il était purement activiste. Il était activiste, je ne remets pas en cause sa crédibilité. Il m'a accordé des interviews alors qu'il était en exil en Belgique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'estime. Mais aujourd'hui, Floribert Anzoloni est un acteur politique. Filimbi ne peut pas produire un rapport sans l'aval ou les regards de Floribert Anzoloni, qui est aujourd'hui président du parti Alternative Citoyenne. C'est un acteur politique. Par là, donc ces rapports, d'abord, est un outil politique. Un outil politique pose problème en termes d'impartialité. C'est un acteur politique qui produit un outil politique. C'est déjà une question de crédibilité. On en vient au contrat en question. Parce que les rapports parlent de l'opacité, des manques de transparence et des problèmes des procédures légales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu respect des procédures légales dans les passations des marchés entre Frivao, qui est le fonds des réparations des victimes, ainsi de suite, des victimes des violences sexuelles, et Divo, l'entreprise gérée par l'homme d'affaires Deo Kassongo, qui fut d'ailleurs candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Les rapports portent sur quoi? Les contrats en question portent sur quoi? Les contrats ont été évalués à 1 200 000 $. Divo, c'est connu, c'est une structure crédible qui produit des contenus audiovisuels de qualité. L'expertise de Divo dans le milieu de la communication est connue. Ça, c'est connu, c'est crédible. Et les contrats ont été évalués à 1 200 000 $. Divo devait produire un documentaire pour Frivao, parce que vous le savez, les fonds remis à Frivao servent aussi à mettre en avant les souffrances rencontrées par les victimes qui ont été violentées, ainsi de suite, pour sensibiliser l'opinion, montrer combien c'est douloureux d'être une victime des violences sexuelles dans la zone des conflits. D'abord, il y a ça, il y a conception d'un documentaire et prise en charge des équipes techniques qui sont venues de France, des États-Unis, ainsi de suite, lancement de la campagne de communication autour de ces mêmes documentaires, mais aussi il fallait, Divo était appelé, selon les contrats, à faire la promotion de ces documentaires, à la fois au niveau national et international. International, pourquoi? Parce que vous savez que nous sommes, pour ces questions de conflits dans l'Est, dans ces processus qu'on appelle la justice transitionnelle. D'un moment à l'autre, on doit mettre en place cette histoire de justice transitionnelle. Et donc, il faudra sensibiliser à l'international. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce film-là est prévu à être diffusé dans différents festivals à travers le monde. Et donc, je reviens pour ce qui est de la légalité de ces contrats. Mais les contrats qui arrivent à obtenir l'avis de non-objection de l'autorité des marchés publics obtient l'avis de non-objection.
C'est-à-dire la procédure est légale. Bien que le marché était de gré à gré, c'était aussi légal. Et l'autorité de régulation du marché public donne son avis de non-objection. C'est légal. Les contrats a été amené jusqu'au bout. Mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Les problèmes étaient au niveau des Frivao. Les contrats étaient de 1 200 000 $. Mais malheureusement, Frivao avait fait 2 paiements. C'est-à-dire 1 200 000 $. Et puis, Frivao a encore payé 1 200 000 $. C'est maintenant Divo 400 000 $. Mais les contrats étaient de 1 200 000 $. Et Divo a alerté cette erreur et Divo a remis ces 1 200 000 $. C'est dans les caisses des Frivao. C'était une erreur des Frivao qui a effectué double paiement. Okay. Donc voilà, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu problème. L'argent a été rapidement remboursé. Les autorités des Frivao ont été rapidement alertées et l'argent a été remboursé. Au moment où on parle, Divo n'a même pas un seul franc de ses deuxièmes paiements. Tout a été remis, remboursé, remis dans les caisses des Frivao. C'était une erreur technique, ça arrive comme ça, mais ça a déjà été remis, ces fonds payés par Mégarde. Voilà, c'est à ce niveau-là. Mais remettre en cause un contrat qui a obtenu l'autorisation de l'ARMP, un contrat qui est amené jusqu'au bout, et là nous sommes d'ailleurs dans le processus de communication autour de ces documentaires, eh bien, je me rends compte qu'il y a ces rapports-là est véritablement une outil politique au service des forces obscures. Au service de forces obscures, mesdames et messieurs. Michel, tu voulais encore ajouter quelque chose autour de ces dossiers? Non, hein, non, vous avez compris que ce n'est pas un rapport qui peut être crédible du fait qu'il y a des sentiments. Au contraire, un mouvement qui devrait, malgré que même si celui qui a initié ce mouvement est devenu politique, mais quand même le mouvement devrait garder un peu sa vision pour faire confiance. Mais vous comprenez que ce sont de jeunes gens qui courent déjà derrière maintenant les politiques pour se retrouver et commencer à faire des déclarations, à faire des mouvements, tout ça pour discréditer ceux qui ont le pouvoir. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Tenons toi Dibedila, merci de votre présence. Merci également à Michel Tuyoyo de votre présence dans cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Nous fustigeons tout simplement ces problèmes de passeport au niveau des affaires étrangères. Les passeports est devenu encore plus difficile que ça l'a été déjà l'obtention du passeport. Bien que les syndicats des affaires étrangères ont eu à monter sur les créneaux, le problème perdure apparemment, pas apparemment, le problème perdure parce que moi-même j'ai été victime de cette situation. Si les autorités compétentes ou les autorités concernées peuvent s'y pencher pour trouver des solutions idoines parce que les Congolais sont dans le besoin. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour des Crypto-Co d'aujourd'hui. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Je vous retrouve prochainement autour certainement d'autres thèmes dans l'entretien. Prenez bien soin de vous. Au revoir.